Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire de la rédaction développement durable d'AEF Info consacré à la CSRD. Alors en avril dernier, pour le premier volet, nous étions revenus sur la philosophie générale de la directive qui fixe, comme vous le savez, de nouvelles exigences en matière de reporting de durabilité aux entreprises et à son articulation avec les autres législations européennes. Une dépêche et le replay de cette séquence sont d'ailleurs disponibles sur notre site pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas abonnés, qui n'auraient pas déjà accès à ces contenus. N'hésitez pas à faire une demande à l'issue du webinaire de test pour découvrir notre service d'information, ce webinaire, mais aussi plus largement tout le travail réalisé par la rédaction développement durable. Ce matin, notre journaliste Sabrina Dourlan s'attachera avec ses invités qu'elle vous présentera dans un instant à démystifier les 12 normes ESRS. L'objectif, c'est que vous soyez au clair à l'issue de cette séquence sur les points clés des normes environnementales, sociales et de gouvernance. Je vous souhaite d'ores et déjà de bons échanges. Vous réentendrez ma voix au cours de cette séquence parce que je ferai la madame loyale pour poser les questions que vous ne manquerez pas de poser à nos invités par le biais de l'application. Vous avez un petit dispositif qui vous permet d'interagir avec eux. Ils essaieront de répondre au mieux à vos interrogations. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous. On se projette tout de suite sur la site pour notre troisième rendez-vous sur la CSRD qui se tiendra le 9 octobre en présentiel sur le salon Pro Durable qu'organise chaque année AEF Info au Palais des Congrès. Sabrina et tes invités, je vous cède la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Donc moi c'est Sabrina Dourlan, je suis journaliste à AEF Info. Je m'occupe des sujets de RSE, notamment la CSRD qui nous occupe beaucoup. Et je suis avec mes intervenants que je vais vous présenter. Donc alors à ma gauche, on a Ghislain Boyer qui est directeur conseil ESG à KPMG. J'ai aussi Alexandra Bournazel qui est directrice finance durable en charge du reporting de durabilité à Vinci. Et j'ai aussi Sylvain Boucheron en face de moi, qui est directeur du cabinet BL Evolution. Donc aujourd'hui, en fait, on va vraiment se concentrer sur les 12 normes ESRS. Donc vous le savez sans doute, on a fait une petite slide pour vous rappeler un petit peu les thématiques des normes. Elles sont divisées en plusieurs catégories. Donc il y a la catégorie transversale où on a 2 normes plutôt générales. Et puis après, on a environnement, social et gouvernance. Et dans chaque thématique, on a plusieurs normes plus précises. Donc pour ces normes, je peux vous conseiller en tout cas les guides de l'ANC qui sont vraiment très bien faits. Il y a déjà eu 2 guides sur plusieurs de ces normes. Il en manque encore un qui sortira en septembre sur peut-être 3 normes, je crois, qui restent. Donc ces guides-là sont très bien faits parce qu'ils résument bien la philosophie et donnent les grands points et les grandes questions. Donc en tout cas, allez voir les guides de l'ANC. Et nous, on va justement parler de ces normes. Évidemment, on ne pourra pas traiter en détail les 12 en 1h30, mais on va essayer de cibler les points importants et en cibler quelques-unes. Et puis, vous pourrez poser quelques questions aussi. Donc déjà, on va se concentrer sur les normes transversales parce que on peut se poser la question pourquoi il y a des normes transversales, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on attend en fait de ces normes. Et donc la question que tout le monde se pose sans doute, c'est il y a a priori 1168 points de données. Est-ce que c'est des points de données qu'il faut remplir pour tout le monde? Est-ce qu'il faut remplir tous ces points de données ou pas? Donc ça, c'est quelque chose peut-être que la première norme ESRS 1 répond à cette question. Sylvain Boucheron, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette première norme transversale? Alors effectivement, la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il n'y a pas un millier de data points à publier pour tout le monde. Et c'est bien l'esprit de la première norme, le SRS 1, qui est transversale, qui va donner en fait les principes généraux de ce reporting. Donc elle va insister sur différents volets. Déjà, d'une part, il y a quelques informations qui sont obligatoires à publier pour tout le monde. Ça, c'est vrai sur la taille de l'entreprise, son activité, etc. Un certain nombre d'informations sur le périmètre aussi qui concerne le reporting, par exemple. Et puis, il y a un sujet qui est vraiment central dans cette première norme, c'est la question de la double matérialité. Et ça, c'est extrêmement structurant. Pourquoi? Puisque l'idée de la CSRD, et ce qui est explicité dans cette première norme transversale, c'est justement le fait que tous les sujets ne concernent pas forcément toutes les entreprises. Donc, ce qui est évoqué dans une partie de cette norme-là, c'est
de d'abord, pour les entreprises, faire cet exercice de double matérialité afin d'identifier quels vont être les impacts, les risques, les opportunités les plus importantes sur lesquelles ensuite il va falloir aller dans les normes thématiques et plus tard les normes sectorielles pour aller regarder quelles sont les informations qu'il faut publier une fois qu'on a identifié qu'un sujet était matériel. Et ce qui est un peu nouveau aussi dans cette approche de matérialité, c'est qu'on a structuré une approche en double matérialité, donc c'est-à-dire qu'il y a deux volets qu'on va regarder sur chacun des sujets. Est-ce que finalement l'entreprise a des impacts sur un certain nombre de thématiques environnementales, sociales, de gouvernance, mais également est-ce que ces sujets de transition écologique et de durabilité ont des impacts financiers sur l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à réussir, sa capacité à avoir des cash flows positifs à l'avenir, etc. Et donc on va avoir cette double approche sur chacun des enjeux pour pouvoir identifier quels sont ceux sur lesquels il y a des enjeux les plus importants et sur lesquels il y aura donc un reporting à faire. Il ne faut pas oublier que la CSRD, cet exercice, c'est bien un exercice de transparence avant tout. Et donc, on le verra après dans un certain nombre de points. Il y a parfois des thématiques sur lesquelles il est inscrit. Si l'entreprise a mis en place, par exemple, une tarification interne du carbone, on y reviendra tout à l'heure, alors elle explique comment elle le fait. Mais on ne demande pas forcément d'en mettre une en place. Et en particulier, si le sujet n'est pas matériel pour le secteur. Donc, on a cette approche de matérialité qui est centrale, et ce qui veut dire aussi que c'est la première étape à mener par les entreprises quand elles vont se préparer à l'exercice de divulgation qui est demandé par la CSRD. Et puis peut-être pour terminer, un autre point qui est aussi, je crois, très important, c'est qu'on va regarder ces enjeux sur toute la chaîne de valeur. Donc, pour un certain nombre de domaines, on avait commencé à avoir ce réflexe de regarder la chaîne de valeur. Sur le climat, on y reviendra aussi tout à l'heure, par exemple sur ce qu'on appelle le scope 3, donc regarder les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En France, avec la loi sur le devoir de vigilance, on avait commencé à regarder aussi les sujets de droits humains et de conditions de travail sur la chaîne de valeur. Et donc là, c'est bien sur l'ensemble des sujets de durabilité qu'il est demandé de regarder est-ce que finalement l'entreprise ou sa chaîne de valeur a des impacts environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et inversement, est-ce qu'il y a des risques ou des opportunités qui peuvent se trouver sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et donc comment ensuite l'entreprise les traite. Oui, et du coup, Alexandra Bonnazel, que vous avez déjà commencé à travailler sur cet exercice de la CSRD, est-ce que la norme numéro 1 aide justement à faire cet exercice de matérialité, à vous dire qu'est-ce que vous devez remplir vraiment ou pas? Comment vous l'avez utilisé en fait, cette norme? Alors, nous, ça fait quand même presque 1 an qu'on travaille sur la mise en place de la CSRD. Je pense que la grande nouveauté, c'est que c'est un travail qui est très, très collectif. Jusque-là, on travaillait sur la DPEF, c'était vraiment la direction de l'environnement. Et là, c'est vraiment un travail collectif où on a impliqué la direction financière, la direction juridique, la direction sociale, RH, etc. Donc, on fonctionne plus qu'avant en mode projet, je dirais. On a monté des groupes de travail thématiques sur chaque SRS, l'eau, la pollution, etc., le climat. On a monté des groupes de travail transverses avec aussi des membres de nos pôles, parce que chez Vinci, on a un groupe qui est très décentralisé avec des métiers très différents les uns des autres. C'est un peu ça pour nous la principale difficulté, c'est que d'un côté, on peut assez vite être concerné par pas mal d'enjeux parce qu'on a des activités très très variées. On a des autoroutes, des aéroports, du BTP, du génie civil, de l'énergie, enfin des services. Donc il y a vraiment de l'immobilier. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est pas toujours facile justement de se dire, ben voilà, cet enjeu est matériel pour tel pôle. Est-ce qu'il l'est vraiment pour les autres? Est-ce qu'on va réussir à trouver un indicateur qui est commun à toutes ces activités? Et est-ce qu'il va être pertinent pour le groupe? Donc on s'est posé à chaque fois toutes ces questions. C'est vrai qu'en l'absence de normes sectorielles, ça rajoute une petite difficulté parce que un des objectifs de la CSRD, c'était quand même aussi d'avoir de la comparabilité entre les entreprises. Donc il y a un enjeu d'échange. C'est une approche qui est vraiment très très dynamique en ce moment où on essaye d'échanger sur au sein des groupes sectoriels justement type FNTP pour essayer de voir comment on va faire pour avoir des enjeux matériels cohérents. On peut pas dire que voilà, dans le BTP, pour certains, tel enjeu est cohérent et matériel et pas pour d'autres. Ça peut se trouver, mais il faut pouvoir l'expliquer.
Donc ça, c'est un véritable enjeu, je pense, le côté, en attendant les normes sectorielles, c'est avoir des positions de place cohérentes pour conserver, pour répondre à cet objectif de comparabilité entre les entreprises. Et sur le sujet de la transparence, en effet, voilà, on s'emploie vraiment à être le plus transparent possible. Après, c'est pas une révolution pour des entreprises qui étaient déjà soumises à l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière, dans le sens où on avait déjà une stratégie environnementale qui avait été votée pour nous par nos actionnaires dès 2021. On avait déjà une trajectoire carbone, une trajectoire de réduction de nos émissions. On s'appuyait déjà sur des référentiels type TCFD, GRI, etc. Donc c'est pas une totale révolution. On avait déjà fait des analyses de double matérialité, certes en risque net et pas en risque brut, donc ça change quand même les choses. Mais on s'était déjà posé ce type de questions. Donc c'est pas totalement révolutionnaire. En revanche, voilà, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses à appréhender. Ouais. On reviendra sur les thématiques après pour voir un peu le retour d'expérience. Ghislain Boyer, vous, par rapport à cette norme et l'analyse de matérialité, qu'est-ce que vous conseillez en général aux entreprises de regarder pour vraiment déterminer cette matérialité? Alors, effectivement, le CRS1, c'est vraiment le mode d'emploi, comme ça a été dit, et bien évidemment qu'on ne peut que recommander à toutes les entreprises soumises et les personnes qui seront en charge de l'exercice de se plonger dans la lecture du texte, même si il n'est pas évident, et vous verrez effectivement, pour celles et ceux qui se plongent dedans, entre la version anglaise qui fait foi aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, juridique et une traduction française qui a quelquefois quelques approximations, c'est pas toujours intelligible, mais effectivement, alors, d'où l'intérêt de traduction en cours, je crois. je confirme, d'où l'intérêt de ce genre de webinaire. Si on fait un focus effectivement sur l'analyse de double matérialité, c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, si on prend l'exemple d'Alexandra, les grands groupes, notamment cotés, sont déjà au travail depuis maintenant 1 an. Ce qui veut donc dire qu'à l'heure où on se parle, juin-juillet 2024, on commence avec ces entreprises-là, en tout cas ces entreprises-là commencent à confronter leurs premiers travaux avec les commissaires aux comptes, les auditeurs qu'ils ont sélectionnés. Et en l'absence effectivement de référentiel et de benchmark de ce qu'est un rapport CSRD audité et auditable, forcément l'accent est mis sur l'analyse de double matérialité. Donc il s'agit effectivement d'identifier ces fameux impacts, risques et opportunités qui, au-delà de dessiner la matérialité, vont avoir une incidence sur le nombre de points de données à reporter, puisque la bonne nouvelle, c'est que cette analyse de matérialité permet de justifier le non-reporting sur tel ou tel sujet, et le justifier, il a vraiment son sens. C'est-à-dire que c'est pas juste une phrase, non, c'est pas matériel pour moi, je le reporte pas. Il y a vraiment un véritable travail qui doit être structuré par une gouvernance en bonne et due forme. Tout ça, il faut le traquer, ce sont des pistes d'audit. Il doit y avoir une évolution, un tracking du processus itératif qui a consisté à dire, je sais pas, les impacts sur la biodiversité marine, c'est pas mon sujet parce que, et pour autant cette position a évolué dans l'entreprise entre mars et juin, et voilà les arguments et potentiellement des pièces justificatives qui nous permettent de, et puis il faut être effectivement capable d'aller argumenter face à un auditeur, parce que demain, une fois que le document est public, l'auditeur, c'est plus un auditeur, c'est une partie prenante, de dire, bah, si j'ai effectivement considéré que le risque sur l'environnement, enfin, l'impact sur l'environnement négatif était très faible, alors qu'en fait, j'en ai tous les jours et que j'ai des controverses, soit sur moi, soit sur mon secteur, ça risque effectivement de tilter un peu fort. Donc, il va falloir pouvoir justifier, ça va être compliqué de tricher sur la matérialité, je pense. Non. Alors, je pense qu'on a l'habitude on commence à entendre dire que la CSRD, de par sa complexité, homogénéité sur les sujets et la manière dont le texte est pensé, notamment sur cette exigence de divulgation et la justification associée, est une arme anti-greenwashing. Ça reste un exercice de reporting, mais il est clair que, et on va y venir, la manière dont sont structurées les normes vont obliger les entreprises qui étaient plus ou moins matures sur ces sujets à dépasser le stade de la communication. Peut-être en complément, c'est vrai qu'une des nouveautés, et en particulier au niveau européen, c'est le fait que l'ensemble des rapports vont être audités.
Alors en France, on a un petit peu d'avance puisque la DPF était revue par un ministère indépendant et donc on a quand même une certaine pratique de ces audits qui s'est installée dans les entreprises. Donc on a un petit coup d'avance par rapport aux autres entreprises européennes. Par contre, on voit bien que le niveau d'exigence est quand même plus élevé en termes de traçabilité des informations, en termes de justification. Et j'allais dire, le sujet, c'est pas tant est-ce qu'on peut tricher, est-ce qu'on peut pas tricher. Le sujet, c'est bien de se dire, on a un exercice de transparence et donc il faut que je donne les bonnes informations à mes parties prenantes. Et si demain j'ai triché, c'est peut-être mes actionnaires qui vont se retrouver contre moi, c'est peut-être des parties prenantes, peut-être des clients, etc. Et donc le sujet, il n'est pas tant de dire je fais du greenwashing ou pas, mais comment est-ce que je donne les bonnes informations aux bonnes parties prenantes, et c'est vraiment ce qui est au cœur de la CSR. Est-ce qu'on peut aussi se tromper sur l'analyse de matérialité? Par exemple, si c'est la première fois qu'on fait cet exercice, se tromper sans le vouloir, en disant bah, ce sujet n'est pas matériel et se rendre compte que finalement il était ou... En fait, c'est pas une question de se tromper, c'est qu'on est bien dans une accumulation d'informations et finalement un faisceau d'indices pour nous dire ce sujet est matériel ou pas matériel. Donc, se tromper, c'est pas forcément la manière de le dire. Par contre, c'est un sujet qui évolue. Donc, ce qui était pas matériel hier peut l'être demain. Donc, peut-être que quand on a fait nos travaux, les parties prenantes n'étaient pas sensibles à un sujet, ou alors on n'avait pas encore senti les risques des impacts sur le changement climatique. Il y a 4 ans, personne ne considérait que c'était un sujet. Maintenant, on voit quand même qu'il y a une évolution majeure dans la prise en compte. Donc, le sujet est quand même mouvant et évolue avec la société. Donc, ce qui était vrai hier, ce n'est pas forcément demain. Donc, on aura un exercice aussi de mise à jour un petit peu régulier à faire. Et puis, si jamais vraiment on s'est trompé plutôt sur une information à calcul, etc., ce qui est prévu dans cette norme en particulier, c'est aussi des mécanismes de mise à jour et de correction que l'on peut faire pour expliquer à ces parties prenantes. Ah ben voilà, telle année, je m'étais trompé sur une base de calcul ou que sais-je, et donc on a le droit de se tromper et il y a un mécanisme pour corriger. Ouais. À ce stade, excusez-moi de vous couper, on a une question déjà sur risque brut, risque net. C'est des notions qui sont demandées en clarification. Est-ce que vous pouvez clarifier la différence entre ces deux risques et donner un exemple peut-être pour illustrer et puis il y a une deuxième question que je vous poserai dans un second temps, toujours sur cette question risque brut, risque net. Alors le risque brut, c'est le risque, c'est ce que nous demande en fait la CSRD, c'est de communiquer sur des risques bruts. Par exemple, si on prend l'adaptation au changement climatique, le risque brut. Par contre, on t'entend, Emmanuel, il faut que tu coupes. Oui, par exemple, donc si on se place sur l'adaptation au changement climatique, on peut se dire que voilà, il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes qui peuvent avoir des impacts, par exemple, sur les infrastructures. Je sais pas, donc une tempête qui détruit un actif. Donc ça, c'est le risque brut. Je sais pas, ça peut coûter, je sais pas, des centaines de millions d'euros. Et derrière, il y a tout ce qu'on met en place pour réduire ce risque. Donc, je sais pas, des barrières, on met en place des digues pour éviter que la tempête abîme l'infrastructure, on la surélève, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, une fois que ces mesures ont été mises en place, elles ont aussi un coût, mais en tout cas, ça permet de réduire le risque brut et d'avoir un risque net plus faible. Et nous, c'est vrai qu'avant, on raisonnait en risque net, et maintenant, la CSRD nous demande de raisonner en risque brut. Et elle nous demande aussi, ça c'est nouveau, de communiquer sur les impacts financiers, justement, des risques et opportunités de chaque enjeu de la CSRD. Alors ça, on a 3 ans pour s'y préparer, parce que c'est à horizon 2028. Mais c'est un vaste sujet d'échange et de discussion parce que c'est tout nouveau. On sait que les financiers, j'en ai été une moi-même dans le passé, n'aiment pas trop communiquer sur des éléments prospectifs et en plus de risques. Ça risque d'être des montants quand même assez significatifs. Et on ne sait pas trop ce que les marchés financiers vont en faire. En plus, c'est une norme qui ne s'applique donc qu'aux entreprises européennes. Donc, ça soulève tout un tas de questions sur comment ça va être. On a encore quelques années pour se préparer, mais c'est un sujet de discussion. C'est dans quel nom? Presque toutes. Dans tous, oui. Ouais. Dans presque toutes, effectivement, la mesure de l'effet financier en cas de risque ou d'opportunité, mais aussi sur les impacts réels. Il y a ce qu'on appelle en fait des dispositions transitoires qui permettent pour toutes les entreprises de toute taille. Alors, les dispositions transitoires, la plupart sont à 3 ans, il y en a quelques-unes à 1 an, qui permettent effectivement d'aller décaler cette information. Mais ça, c'est assez fondamental dans ce que dit Alexandra, parce que concrètement, ça veut dire que si j'ai un risque physique ou un risque de transition qui est avéré
liées au climat, il va falloir que ça se traduise dans nos bilans comptables. Ça va être soit des provisions, soit des dépréciations d'actifs, soit d'autres aspects, mais il va falloir effectivement le mettre noir sur blanc. Et c'est bien là où cette norme est assez révolutionnaire dans cette notion de reporting, puisqu'elle va faire le lien à moyen terme entre financier et extra-financier. Alors, je pense qu'il y a quand même déjà des liens qui sont faits. Hein. C'est-à-dire que quand on sait que, par exemple, il y a des... Alors, je parle pas de Vinci en l'occurrence, mais ici, il y a une entreprise qui a un risque de transition avéré et qui sait que, je sais pas, d'ici un certain nombre d'années, son actif va perdre de la valeur. Normalement, elle est censée en tenir compte dans son business plan et enregistrer déjà des dépréciations. Là, je parle plus vraiment de risques, parce que là, on parle vraiment de risques bruts, donc de choses qui sont peut-être pas forcément avérées, donc on n'aura pas dans les comptes, pour le coup, mais sur lesquelles il va quand même falloir communiquer. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à ça, mais j'aimerais bien passer à la norme 2. Il y avait une question quand même sur le fait que, une remarque sur le fait que 100% des sujets étaient matériels si on prenait le risque brut dans le secteur industriel. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Et puis une question aussi qui est, est-ce que ce sont les entreprises qui choisissent les indicateurs qu'ils estiment matériels ou non? Peut-être je commence, je serais complet commenter. Alors, en fait, non, c'est bien le principe de la matérialité, c'est une hiérarchie en fait des enjeux. Donc on peut pas dire tout est matériel. Tout est important peut-être dans son appropriation intuitive, mais en fait, la question de la matérialité, c'est qu'est-ce qui est le plus important par rapport à tous les sujets de durabilité. Donc, on est dans une logique vraiment de priorisation. Donc, on peut pas dire que tous les sujets sont matériels. Il y en a toujours qui sont plus matériels que d'autres. Et donc, c'est l'esprit de cette double matérialité dans laquelle, d'ailleurs, il est précisé que c'est les entreprises qui fixent ce qu'on appelle le seuil de matérialité. Donc, on fait l'évaluation des enjeux, donc de quels sont les plus matériels et les moins matériels, et l'entreprise ensuite fixe son seuil pour pouvoir dire, voilà, au-dessus de ce seuil, ce sont les enjeux les plus matériels, et donc sur lesquels je vais avoir les exemples de reporting ou de divulgation à mettre en place. Et sur ceux qui sont en dessous du seuil, pour le moment, il n'y aura pas de reporting obligatoire tel que pensé dans la CSRD. Donc, comme dans une approche relative, il y a toujours des plus matériels que d'autres, et c'est vraiment l'esprit de l'SRS 1, d'avoir la méthodologie pour construire justement cette hiérarchie de priorité. Et pour compléter, il ne s'agit pas de faire une liste à la Prévert de mes risques, de mes opportunités et de mes impacts. Là, il y a une méthodologie derrière. Cette méthodologie, elle comporte des critères qui sont ceux de la sévérité, qui sont ceux de l'étendue, qui sont ceux de la probabilité. Et donc, effectivement, par le jeu de la pondération, comme le disait Sylvain, on peut se retrouver effectivement avec intuitivement beaucoup de brut, beaucoup de matérialité. C'est bien pour ça qu'on a cet exercice qui est relativement long, mais qui aussi s'apparente pour celles et ceux qui sont familiers avec cette démarche à une cartographie des risques classiques de l'entreprise, si ce n'est qu'on élargit le scope à la notion de chaîne de valeur, on l'a dit en préambule, on élargit le scope à la notion d'impact, donc concrètement ce qui se passe dû à mes activités et mes services sur mes parties prenantes et aussi bien des individus que la nature avec un grand N, et donc il y a des critères, il y a des manières de pondérer, mais tout ça fait l'objet d'une méthodologie, et cette méthodologie doit être claire, transparente, d'une part pour l'auditeur, mais aussi pour le rapport, et c'est à ce titre-là qu'on peut très bien se dire qu'on a un sujet qui est matériel aujourd'hui et qui ne sera plus demain, assez peu probable, en revanche, dans l'autre sens, ça marche aussi. Très bien. Comme le temps file et qu'on a quand même 12 normes, même si on ne va pas toutes les traiter, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu à la deuxième norme transversale, donc ESRS 2, qui là porte plutôt sur la gouvernance, le modèle d'affaires, le rôle du conseil d'administration. Donc là, on peut peut-être se tourner vers Alexandra, comme vous avez dû justement regarder comment faire au niveau de la gouvernance et de l'organisation pour faire cet exercice et comment s'organiser. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'aspect gouvernance Alors là encore, ça n'a pas été totalement révolutionnaire parce que chez Vinci, donc on a un conseil d'administration avec différents comités et il y avait notamment un comité stratégie et RSE qui traitait déjà donc, des sujets d'environnement, de social, de gouvernance. Et c'est un comité qui a la particularité d'être ouvert à tous les membres du conseil d'administration, donc tout le monde peut y assister. Là, ce qui va sans doute changer, c'est le rôle du comité d'audit, qui va avoir
une responsabilité étendue. C'est-à-dire que là, il va se pencher en effet sur le rapport de durabilité. Donc c'est peut-être ça le principal changement. Et donc ça implique qu'il faut qu'ils se forment en fait, sur ces sujets. Alors la plupart étaient donc déjà quand même sensibilisés parce qu'ils assistaient, donc les membres du comité d'audit assistaient déjà au comité de stratégie RSE, donc ils découvrent pas non plus totalement le sujet. Mais il y a quand même une marche à monter pour vraiment être à la hauteur des attentes de la CSRD, où vraiment il y a un sujet d'augmentation quand même de la responsabilité sur ces sujets-là. Mm-hmm. Et donc du coup, vous avez lancé des groupes de travail aussi pour organiser tout ça? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a depuis déjà quasiment un an monté un groupe de travail avec plutôt des... Il y a en fait tout ce qui est analyse de double matérialité, on l'a fait au niveau plutôt holding en concertation avec nos parties prenantes, c'est-à-dire que on les a pas consultées de façon formelle, mais on a beaucoup échangé quand même à diverses occasions avec elles. Donc on a pris en compte leur point de vue. Et en revanche, tout ce qui est vraiment discussion sur quels indicateurs il va falloir publier, une fois que l'analyse de double matérialité a été faite, ça on l'a fait à un niveau plus opérationnel, avec des experts environnement notamment, et par thématique. D'accord. Et ce qui est demandé dans cette deuxième norme, c'est d'expliquer justement toute cette gouvernance. Et il y a aussi une partie assez importante sur les impacts, risques et opportunités. Du coup, comment on répond à cette norme sur ce volet-là? Alors, tout ce qui est impact, risque et opportunité, donc c'est ce qu'on identifie lors de notre analyse de double matérialité. Donc, on va avoir une liste d'impacts, de risques et d'opportunités matérielles. Et derrière, donc, va en découler la stratégie de l'entreprise en matière de durabilité. Donc, il faut faire le lien avec le modèle d'affaires, avec pour chaque enjeu, donc, que ce soit un risque, une opportunité ou un impact, quelles sont les parties prenantes qui vont être affectées et dans quelle mesure. Parce qu'on peut très bien avoir un sujet donc, qui est matériel parce que c'est sur la chaîne de valeur en amont, par exemple. Et finalement, l'indicateur proposé par la CSRD n'est peut-être pas pertinent pour l'entreprise. Et donc, on peut dire, bah, voilà, c'est un sujet qui est matériel, on s'en occupe, on travaille avec notre chaîne de valeur amont, enfin, avec nos parties prenantes amont. Mais au niveau de nos opérations propres, finalement, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc il y a ça. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a identifié les impacts, risques, opportunités, on déroule les politiques, les plans d'action et on analyse les indicateurs de performance en regardant à chaque fois est-ce qu'ils sont matériels ou non, donc sur nos activités propres notamment, parce que on analyse les risques sur la chaîne de valeur, mais on reporte les indicateurs de performance sur nos opérations propres et sur un périmètre propre. Et donc voilà, on regarde ça de près, on essaie d'adapter parfois il y a quand même un enjeu d'interprétation pour que ce soit pertinent pour nos activités. Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, mais effectivement dans cette CRS2, il y a aussi un autre point qui est très important, qui est en fait, le périmètre. De quel scope parlons-nous? Donc là, il y a aussi une petite nouveauté de la CSRD par rapport à la DPEF ou un rapport de gestion classique. On parle du périmètre des états financiers étendu à la chaîne de valeur. Alors le étendu à la chaîne de valeur, ça veut tout dire et rien dire. Alors effectivement, pour certains secteurs, je pense notamment aux services financiers, c'est à date un véritable problème, puisque où s'arrête la chaîne de valeur et la notion de responsabilité qui en découle. C'est à ce titre-là que les normes sectorielles qui arriveront d'ici 18 mois vont grandement aider sur cet aspect-là. Il n'empêche qu'à date, il faut avancer effectivement sur ces sujets-là, ce qui veut donc dire que avant effectivement de déterminer son scope de travail, il faut avoir fait le travail de cartographie de sa chaîne de valeur, amont, aval, à l'intérieur de cette cartographie de chaîne de valeur, où sont les parties prenantes et comment je les rank en termes d'importance, ce qui permet effectivement, comme le disait Alexandra, d'aller corroborer le rendu, en tout cas les conclusions d'analyse de double matérialité, qu'on pourrait qualifier de ADR d'expert, c'est-à-dire avec une vision de l'entreprise qui a mis autour de la table les bonnes personnes, la bonne gouvernance pour avoir un exercice le plus objectif et transparent possible. Et ces avis d'experts sont contrebalancés
idéalement pas contredit, mais en tout cas au moins contrebalancé par ces fameuses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et à chaque fois, on peut effectivement dire, ben voilà, dans ma chaîne de valeur aval, j'ai tel sujet qui est important pour moi, mais qui peut être encore plus important pour ma chaîne de valeur aval partie prenante, et ainsi de suite. Sur l'aspect responsabilité, je voudrais juste ajouter un point. Il y a également un effet nouveau, un sujet nouveau, qui est le rôle de l'audit interne et du contrôle interne, qui, à date, en tout cas c'est plutôt un constat que l'on fait au niveau de KPMG, est assez loin de ces sujets de données ESG et de processus de reporting ESG. Et ça, c'est une fonction de l'entreprise qui va devoir effectivement s'impliquer plus fortement dans le processus. C'est vrai que nous, on a mis en place, là, on fait maintenant des audits conjoints avec l'audit interne sur les sujets environnementaux. Tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être un dernier complément là-dessus. C'est vrai que peut-être un des intérêts moi, que j'observe dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est effectivement le fait qu'on décloisonne historiquement les directions RSE par rapport aux directions RH, par rapport aux directions finance, par rapport aux directions d'audit interne. Et là, on est obligé d'avoir tout le monde autour de la table. Et donc, c'est vrai que, d'ailleurs, selon la culture interne de l'entreprise, c'est plus ou moins facile à mettre en place. Il y en a pour qui c'est quasiment naturel. Et les tailles. Selon les tailles aussi. Et il y en a pour qui c'est une vraie révolution d'essayer de faire parler tout ce petit monde et se dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre reporting soit fiable, puisque c'est aussi un des esprits de la CSRD, c'est la fiabilité du reporting, et donc ce qui veut dire de pouvoir contrôler, vérifier, justifier toutes les informations qui sont produites. Donc là, c'est aussi quand même pour moi peut-être une petite révolution qui est apportée par la CSRD dans les entreprises, d'être obligé d'avoir cette approche transversale. Ce qui veut dire aussi, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup vu, qu'il va falloir faire monter en compétences les équipes. Et donc que les sujets sociaux soient appropriés par la DRH, la chaîne de valeur, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on mobilise des achats sur le sujet? Les directions financières commencent à s'intéresser aux questions extra-financières, mais on voit bien que c'est un champ qui n'était pas toujours dans leurs habitudes de réflexion et de travail. L'audit interne, on vient d'en parler aussi. Donc comment est-ce qu'on va former des auditeurs internes qui vont avoir cette vision un peu 360? Et donc il y a aussi une vraie nécessité de faire évoluer les compétences sur l'ensemble des sujets de durabilité. Et ça, à mon avis, c'est un chantier sur lequel il faut commencer à se pencher assez rapidement pour que d'ailleurs, ce soit le plus fluide possible dans la mise en place dans les entreprises. Une question, excusez-moi, sur les parties prenantes. Il était demandé de préciser ce que notre première intervenante entendait par définir quelles parties prenantes seront affectées avec un exemple là encore. Et puis une question un peu plus spécifique pour les parties biodiversité et écosystème. Est-ce que vous avez affaire à des scientifiques comme parties prenantes? Alors, non, je pense que quand on parle de, par exemple, quand on parle des sujets impact, il faut réfléchir. Donc, quand on parle d'impact, quelles vont être les parties prenantes affectées? Donc, est-ce qu'on parle d'un impact sur la nature, justement, sur la biodiversité, sur les écosystèmes? Est-ce qu'on parle d'un impact sur les riverains, si on est sur un projet? Est-ce qu'on parle d'un impact, voilà, sur donc quel type, définir quel type d'impact et sur quelle partie prenante? C'est ça dont on est par je sais pas si... Oui, peut-être en complément, dans les textes, en particulier de SRS 1, il y a plusieurs aspects qui sont définis des aspects de parties prenantes. Il y a des parties prenantes plutôt affectées, donc comme on le disait là, ça peut être les consommateurs, si on a des produits qui sont dangereux à l'usage, par exemple, ça peut être les travailleurs aussi, travailleuses dans les chaînes de valeur. Donc ça, c'est les parties prenantes plutôt affectées. Il y a les parties prenantes aussi usagées du reporting. Et ça, il y a bien la distinction qui est faite dans cette norme-là, de distinguer aussi les attentes finalement des parties prenantes en termes de reporting. Et donc, on pense en particulier aux financiers, aux actionnaires, par exemple, mais pas que. Ça peut être des ONG, ça peut être d'autres acteurs, des universitaires. Et il y a une autre catégorie qui ne sont pas des parties prenantes, mais qui sont listées aussi dans ce texte-là, ce sont les experts. Et donc, peut-être que la question sur les scientifiques peut être dans cette catégorie-là, puisqu'il est possible et recommandé aussi de pouvoir solliciter l'avis d'experts pour faire cet exercice de matérialité. Donc, interroger des scientifiques pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par une incidence sur la biodiversité des écosystèmes. Ça peut être tout à fait judicieux et c'est prévu en tout cas dans les textes, non pas comme une approche contraignante, mais en tout cas une possibilité de pouvoir solliciter des experts au-delà des parties prenantes dans l'approche RSE classique pour faire ce travail d'évaluation des enjeux. Très bien. S'il n'y a pas forcément de questions tout de suite, on pourra revenir évidemment, il y aura aussi un temps de questions à la fin. On va peut-être passer aux normes environnementales.
gros bloc. Enfin, on remarque tous sont des gros blocs, mais donc sur cette partie-là, j'aimerais qu'on se concentre principalement sur celle du climat et biodiversité. Donc on va essayer un peu de balayer les enjeux importants de ces deux normes-là. Peut-être Sylvain, vous pouvez faire un petit point là-dessus. Alors, pour ouvrir la discussion sur les normes environnementales, donc vous l'avez vu, il y a la question du climat, le CRS1, il y a la question de l'eau, des pollutions, de la biodiversité, de la gestion des ressources et de l'économie circulaire. Et donc, il y a 4 normes, les 4 premières qui vont plutôt concerner les sujets environnementaux, et la dernière, sur l'économie circulaire, est plutôt dans les leviers de mise en œuvre. Donc, une petite différence, on dira, de nature dans l'approche qui est traitée. Et si on se concentre sur la question du climat et de la biodiversité, sur la question du climat, ce qui est demandé dans le texte, ça va être déjà de travailler sur 2 aspects, et ça c'est important d'avoir en tête aussi, la partie atténuation et la partie adaptation. Donc autant la partie atténuation était une approche historique sur les entreprises, dont les grandes entreprises ont déjà développé des pratiques, des reporting, des engagements, des trajectoires qui sont relativement robustes. Autant le sujet d'adaptation au changement climatique est plutôt un sujet émergent aujourd'hui dans les entreprises, sur la cartographie des risques, sur la mise en place de plans d'action pour limiter ces risques liés à l'adaptation, et surtout la question de comment est-ce que ça peut impacter le business model. Et ça, je crois qu'on n'a pas encore beaucoup insisté là-dessus, mais c'est très structurant dans l'ensemble des normes, pas que l'environnement, mais sur l'ensemble des ESRS, c'est qu'à chaque fois, on se pose la question de en quoi est-ce que ces risques de durabilité, ces impacts d'opportunité, en quoi est-ce qu'ils vont faire évoluer, ou demandent à faire évoluer le business model, et réciproquement, en quoi est-ce que l'entreprise va faire évoluer son business model pour pouvoir intégrer ces risques-là. Donc ça, où je trouve qu'il y a quand même une révolution, pour reprendre le terme qu'on utilise depuis le début, puisque dans l'approche des PEF historiques, on était plutôt sur la liste des actions qu'on avait mises en place et assez peu dans une approche plus prospective et stratégique, alors que là, il est clairement demandé que l'on explique en quoi est-ce que ces enjeux vont bouleverser le business model et en quoi est-ce qu'on prépare l'évolution de son business model par rapport à tous les sujets de durabilité. Et donc, sur une question climatique, c'est tout à fait structurant, puisqu'on va rentrer dans la gestion des risques, alors des risques physiques liés en particulier à l'adaptation au changement climatique, les risques de transition, peut être lié au marché, aux clients, etc. Donc, on va avoir un panorama de sujets à regarder qui vont aller au-delà peut-être de ce qui était fait aujourd'hui sur la partie purement atténuation. La norme demande également, par exemple, de publier le mix énergétique, les consommations d'énergie, le mix énergétique. S'il y a des logiques de compensation ou de projets d'absorption de CO2. Et d'ailleurs, elle demande de bien séparer les deux, donc on ne peut pas publier son bilan carbone avec, on est en émissions brutes. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des systèmes de compensation qui minoreraient les émissions de CO2 que l'on publie dans le cadre de cette norme. Et puis enfin, pour terminer sur cette norme, un autre point qui est aussi central, c'est justement ce plan de transition par rapport à l'atténuation au changement climatique, et donc de s'assurer que il y a une trajectoire qui d'ailleurs demande à être alignée sur l'accord de Paris et le non-dépassement des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc on voit que c'est ambitieux, puisqu'aujourd'hui il y a encore peu d'entreprises qui ont des feuilles de route très claires sur leur capacité à rentrer dans ces trajectoires-là. Et vraiment pour terminer sur cette norme-là, avant de passer à la biodiversité, et faire le lien avec ce qu'on disait sur la question des business models, on demande aussi dans cette norme-là les CAPEX, les OPEX, c'est-à-dire en quoi est-ce que la planification financière de l'entreprise est bien alignée avec le plan de transition. Donc c'est plus j'aime le climat, on s'engage avec le plan carbone, donc je serai net zéro en 2050, c'est d'accord, c'est très bien. Est-ce qu'aujourd'hui les investissements que vous êtes en train de faire dans l'entreprise, est-ce que les dépenses que vous faites, la R&D, etc., est-ce que ça, c'est bien aligné avec vos engagements liés aux trajectoires d'atténuation au changement climatique? Donc là aussi, on voit quand même qu'il y a une montée quelque part en exigence et en gamme sur ce qui est attendu. Et donc, ça limitera, je le pense, très fortement la question du greenwashing. C'est quelqu'un qui vous dit « je vais être neutre en carbone, mais finalement, je n'investis rien en R&D, je ne change pas mes produits, je ne change rien du tout ». Là, ce sera tout à fait visible, et donc on voit aussi l'intérêt de cet exercice de divulgation. Peut-être avant de passer à la biodiversité, une petite pause, un petit retour concret sur le climat par rapport à la DPEF. Est-ce que vous, ça a vraiment changé votre façon de faire le reporting? Est-ce que c'était
compliqué ou vraiment facile parce que le climat, c'est le sujet où on a le plus l'habitude, ou en fait non, parce qu'il y a des choses à apporter qu'on n'avait pas avant? On va pas dire que c'était facile, mais le fait est que la plupart des indicateurs, on va dire, étaient déjà intégrés. Tout ce qui est, on communiquait déjà, par exemple, en émissions brutes, on a une trajectoire carbone en valeur absolue. Après, nous, on a été certifié SBTi sur une trajectoire bien en dessous de 2 degrés, mais pas encore aligné 1,5. Donc, il faut qu'on ajuste notre plan de transition pour voir comment on va communiquer là-dessus et comment on avait déjà en tête le 1,5 degré, mais on n'avait pas communiqué sur on va y arriver. Donc il faut qu'on s'ajuste là-dessus. Et après, il y a quand même pas mal de nouveaux indicateurs quand même aussi. Typiquement, je pense, l'indicateur où on nous demande de communiquer sur la valeur nette comptable des actifs par classe d'efficacité énergétique. Et donc ça, autant on se dit qu'en France, c'est pas si compliqué, même si on n'avait pas fait jusque-là. Après, la difficulté, ça va être d'avoir un reporting cohérent sur le monde entier, parce que Vinci est présent dans plus de 120 pays, et on peut être la classe énergétique A en France, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, c'est pas forcément la même déjà. Et alors après, une fois qu'on est en Amérique latine, la question va se poser aussi de comment on va avoir une échelle d'efficacité énergétique qui est cohérente entre tous les pays où on est présent. Donc il y a des petites subtilités comme ça où voilà, on a l'impression que la norme est extrêmement détaillée, mais malgré tout, c'est un peu comme la taxonomie européenne, ça reste une norme européenne. Donc, dès qu'on sort d'Europe, il y a quand même des sujets d'interprétation. Donc il y a 7 indicateurs-là, mais il y en a d'autres. Il faut faire une petite gymnastique quand même. Ok. Et peut-être après on peut faire un lien avec justement le parallèle avec la biodiversité pour voir comment vous l'avez appréhendé. Du coup, dans la norme biodiversité, qu'est-ce qui est principalement demandé? Et là, je pense que du coup, il y a plus de nouveautés puisque c'est un sujet qu'on a moins l'habitude d'aborder. Effectivement, c'est un sujet où il y a un petit peu moins de maturité, puisque historiquement, hein, dans le monde de l'entreprise, les approches étaient relativement restreintes à certains secteurs d'activité ou à certaines réglementations qui incitaient les entreprises à s'en préoccuper. Et on a vu depuis 3-4 ans maintenant, le sujet est devenu aussi important que la question du climat. Et donc ça, c'est vraiment la communauté scientifique qui a réussi à le mettre en avant dans l'opinion publique et dans la communauté des décideurs. Et donc, je suis très heureux qu'on retrouve ce thème-là dans les ESRS, bien sûr. Et donc, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui sont demandés et qui vont être quelque part de même nature que ce que l'on peut demander sur le climat. Déjà, bien identifier ces enjeux, risque, opportunité, impact et dépendance. Et donc, quand on parle de biodiversité, quand on parle des impacts, on va regarder la question de l'artificialisation, par exemple. En quoi est-ce que je contribue au changement d'usage des terres et des mers? On va regarder la question des pollutions, on va regarder la question du changement climatique et de ses impacts sur la biodiversité. On va regarder la question des consommations de ressources, l'eau par exemple. On va regarder la question des espèces exotiques envahissantes. Donc on a des sujets, pour certains, qui commençaient à être traités par les entreprises, si je prends la question du climat ou de la pollution, pour d'autres qui n'étaient pas du tout forcément dans le spectre des démarches environnementales. Et ce qui est d'ailleurs indiqué dans cette ESRS E4, c'est bien de faire les liens dans les politiques avec les autres domaines, puisqu'on voit bien que l'ensemble des pressions sur la biodiversité correspondent finalement aux autres ESRS. Et la question de la dépendance et la nature, en quoi finalement mon business model va dépendre des ressources naturelles, des services écosystémiques, par exemple. Donc ça, c'est aussi une notion qui n'était pas toujours facile à approprier en tant qu'entreprise, à part certains secteurs historiques qui s'y ont préoccupés, par exemple de la cosmétique, puisque quand vous avez un parfum dans lequel on utilise une fleur très spécifique, l'entreprise a bien conscience assez tôt que finalement, si cette ressource-là était dégradée ou disparaissait, c'est bien son produit qui était mis à mal, mais dans l'ensemble des secteurs d'activité, ce lien est parfois indirect et donc il va falloir aussi développer des approches. Donc là, il y a cette vraiment révolution un peu culturelle sur l'approche de la biodiversité qu'il va falloir mettre en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, on va rentrer dans des logiques un peu similaires aux autres ESRS, donc quelle est la gouvernance liée à la question de la biodiversité, qui prend les décisions sur quoi, les politiques, les plans d'action qui sont demandés à être mis en place. Et un point qui me semble tout à fait important pour reboucler sur la question du business model,
il y a un des items que je vous lis. Les plans et la capacité de l'entreprise pour adapter sa stratégie et son modèle économique en conformité avec le respect des limites planétaires. Les cadres mondiales, comme Montréal, c'était la COP 15 sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal il y a 1 an et demi maintenant, la feuille de route européenne pour la biodiversité, etc. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur quelque chose de très structurant. Et là, on a un peu moins de maturité chez les entreprises pour définir à la fois cet état des lieux, finalement, de bien qualifier mes impacts, mes dépenses à la nature, même si ça, on a vu depuis 1 an ou 2 qu'il y avait une vraie progression des entreprises. Et maintenant, l'étape d'après, c'est comment j'ai fait des trajectoires de réduction de mes pressions. Et là, on n'a pas l'historique qu'on peut avoir sur le climat avec les démarches SBTi ou d'autres. Et donc, il y a un référentiel SBTN, Science-Based Target pour la nature, qui donne une méthodologie pour définir des trajectoires de réduction d'impact sur la biodiversité. Mais il y a encore quelques entreprises pionnières qui sont engagées. C'est pas aujourd'hui tous les secteurs qui sont mobilisés. Et ben donc, on voit que c'est un sujet sur lequel il va falloir monter en compétences et arriver à avoir des démarches un petit peu plus structurées. Mais la bonne nouvelle, c'est que les outils sont là et on a des entreprises pionnières qui ont commencé à tracer la voie et qui peuvent inspirer les autres. Oui. Peut-être du coup, retour d'expérience sur la biodiversité. Est-ce que vous, c'était le challenge, justement? Comme le dit Sylvain, c'est vrai que c'est un sujet où on a moins de recul et sans doute il y a un travail de mûrissement et de gain de maturité à faire. La biodiversité, c'est par nature des sujets qui sont très très locaux. Et quand on a, comme nous, beaucoup d'activités de nature très différentes, c'est difficile d'essayer d'avoir un indicateur groupe qui va vraiment refléter la performance globale du groupe sur ces sujets-là, parce que on est vraiment sur des sujets donc très locaux et très particuliers. Donc là, on essaie de travailler un peu là-dessus, sachant qu'on ne veut pas avoir un indicateur pour un indicateur. Nous, on a besoin d'indicateurs qui traduisent une performance et qui permettent de mettre en œuvre des leviers d'action derrière. On ne fait pas du reporting pour le plaisir, quoi. On veut vraiment que derrière, ça nous permette de tracer des actions et des progrès. Donc il y a ce sujet-là qui n'est pas facile. Le sujet des outils n'est pas si simple non plus parce que c'est pas des ressources qui sont forcément à la disposition de tout le monde. Quand on nous demande, par exemple, quelles sont nos activités dans des zones de stress hydrique, oui, voilà. Alors, il se trouve que nous, on a un outil interne qui nous permet de localiser en France et à l'international les zones de stress hydrique. On peut rentrer une adresse, l'adresse d'un projet ou d'un site, et voir s'il est dans une zone de stress hydrique, s'il est à risque, par exemple en matière de climat, s'il y a des risques physiques sur cette zone. Mais il faut quand même s'équiper. C'est des bases de données qui ne sont pas toujours gratuites. Par exemple, sur le sujet des sites sensibles en matière de biodiversité, à l'international, on n'a pas forcément les mêmes définitions qu'en France. En France, on parle de Natura 2000, des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas quand on est, je sais pas, en Amérique latine. Et ça peut être... Donc, il faut avoir des bases de données internationales et être capable de placer ces activités sur ces différentes cartes qui couvrent différents sujets et derrière, voilà, mener les plans d'action adéquats. Et donc, c'est pas simple, mais c'est très intéressant et on essaie de monter en compétence sur tous ces sujets et d'avoir des indicateurs qui reflètent une performance. Et j'imagine que vous avez déjà un peu découvert des choses intéressantes aussi par rapport à cette analyse sur la biodiversité, les points sur lesquels travailler. Oui, bien sûr, avancer quand même. Oui, bien sûr. Ah non, mais bien sûr, après, on n'a pas, là encore, on n'a pas attendu peut-être la CSRD pour se pencher là-dessus. Et la CSRD, finalement, ne nous donne pas non plus, elle ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour... Là, c'est vrai que je pense que c'est à chaque entreprise de trouver sa voie, peut-être de se faire accompagner, parce que la CSRD ne nous donne pas d'indicateurs déjà prédéfinis. Elle vous dit, vous pouvez vous inspirer de telle démarche, notamment PTN. Oui. Voilà. Vous avez utilisé déjà une PTN ou la PNLP? Oui, mais on s'appuie dessus. Mais comme le disait Sylvain, en fait, c'est une méthodologie. Derrière, il faut voir qu'on ne peut pas l'appliquer partout pareil. On ne peut pas l'appliquer chez Vinci Autoroute comme chez Vinci Construction sur une carrière.
On avait déjà des indicateurs de performance, mais on est vraiment, je pense, dans une approche un peu de test and learn sur ces sujets-là, où on a tenté des choses, on a un indicateur sur les carrières, par exemple, sur lesquels on a travaillé avec le Muséum d'Histoire naturelle et qui nous convenait jusqu'ici plutôt bien, parce que ça nous permettait vraiment, justement, de voir quels étaient les progrès qui étaient effectués sur ces carrières. C'était vraiment un indicateur sur lequel on avait travaillé avec eux, donc c'était très adapté à nous, mais que à cette partie de notre activité, par exemple. Pareil, Vinci Autoroute avait travaillé sur un autre indicateur qui était le MSA, Mean Species Average, qui est aussi cité, hein, je crois, par la CSRD, si je me mais qui convient bien à Vinci Autoroute, mais qui ne va pas convenir à d'autres activités du groupe. Donc c'est ça un peu nos sujets, c'est qu'on avait voilà, jeté un peu des perches sur chacune de nos activités, avait réfléchi au sujet, avait testé des choses. Maintenant, le sujet, c'est la cohérence entre tout ça. Ok, peut-être Gislain, on peut revenir sur ces deux normes climat et biodiversité pour voir un petit peu quels sont les challenges que vous voyez. En amont, peut-être sur le climat, avoir en tête que jusqu'à l'été dernier, cette norme a été longtemps considérée par les FRAG et la Commission européenne comme étant obligatoire. Elle est finalement, dans le texte final, soumise à la matérialité. Pour autant, on voit bien que dans l'applicabilité, elle est justifiée pour une entreprise que le climat n'est pas matériel, côté ou pas côté, avec la pression de cette partie prenante en particulier, il va falloir être solide. Et dans les faits, ça consiste, c'est presque plus compliqué de ne pas traiter la norme que de la traiter, si je caricature. À noter effectivement ce point très important qu'a souligné Sylvain, c'est la seule norme qui est contraignante avec une notion de trajectoire. Ce qu'il faut préciser, effectivement, on n'a pas dit que qu'on est uniquement dans un exercice de transparence au service de la comparabilité qui se matérialise dans un format de reporting. Il n'y a pas dans les ESRS de notion de performance ou de notion d'indicateur, comme l'a dit Alexandra, sur un bon impact sur la biodiversité, c'est ça. On vous demande effectivement simplement de vous rendre compte, et peut-être que effectivement la mesure d'impact interviendra dans le futur, mais ça c'est pas le cas. Sur la biodiversité, effectivement la vraie difficulté, et Alexandra l'a bien précisé, et effectivement c'est très vrai, surtout pour une entreprise comme Vinci, c'est que c'est un sujet local. Autant on peut appréhender de manière globale le climat, autant là on est sur un sujet local et on s'inscrit à la fois effectivement dans des réglementations potentiellement locales. Le sujet de la protection d'une espèce, il n'est pas toujours équivalent d'un continent à l'autre. La classification de Natura 2000, ça ne fonctionne pas non plus partout. Donc c'est là où c'est effectivement assez difficile à prendre, mais néanmoins, ça veut bien dire que ça vient renforcer ce que pointait Sylvain quand il a parlé du climat, cette notion de dire j'ai ma politique générale, j'ai un plan d'action, j'ai des engagements, et donc tout ça c'est corroboré par des indicateurs. C'est là où, en fait, cette mécanique prend tout son sens, et quelque part, qu'on soit dans une problématique locale ou globale, la manière dont la norme est construite va pouvoir nous aider à remonter. Est-ce que, comme vous avez déjà accompagné les entreprises, est-ce que le côté, la question du plan de transition, c'est quelque chose qui est compliqué? Oui, clairement, c'est pas la mention aussi. Hein. Pour nous, c'est vraiment ça la plus grande difficulté. J'ai ouvert un webinaire en parlant de 1100 points de données. C'est un peu pour moi l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est tout de suite un chiffre qui fait peur. Parce que les entreprises sont conditionnées en mode data point ou KPI et reporting. Avant d'en arriver là, je dois me définir une politique. Ça paraît simple, mais c'est pas aussi facile que ça. Lister mes actions, donc ça on l'avait déjà pour celle qui faisait la DEF, mais surtout c'est le troisième point, je dois prendre un engagement. Et donc, dire que je vais faire ça, et que je vais aller là, et que je vais faire ça, comme c'était beaucoup de cas sur le climat jusqu'à maintenant, et que derrière, il y a rien de concret, avec un engagement qui est assez clair, et l'engagement est beau dans toutes les normes. On ne parle pas que de tout. C'est surtout ça, à mon sens, donc c'est plutôt qualitatif. Et là, on engage bien l'entreprise dans ses globalités, et aussi le management et les instances de gouvernance qu'on a évoquées tout à l'heure avec le CRI. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais en matière de performance. C'est vrai que ce qu'on nous demande, c'est de la transparence et de la comparabilité. Donc, on a déjà parlé du fait que la comparabilité, ce n'était pas toujours si évident en attendant les normes sectorielles. Sur le sujet de la performance, de la transparence plutôt, je pense que c'est aux entreprises
Disons que le biais qui peut être un peu dangereux de la CSRD, c'est qu'on parle donc surtout de risques et d'impact, donc de sujets un peu négatifs, et que c'est finalement aux entreprises aussi de mettre en avant ce qu'elles font de bien, entre guillemets, et de faire en sorte que le rapport de durabilité soit pas juste une liste de tout ce qu'on fait de pas bien, et que derrière il y ait quand même des sujets d'opportunité qui soient mis en avant et de performance. J'insiste là-dessus parce que c'est pas juste faut pas que ce soit une contrainte de reporting. Il faut que derrière on ait des leviers d'action qui permettent de nous améliorer. Mais l'esprit de la norme est globalement défensif. Bah oui, très. Après, justement, je ne le dis pas comme ça, parce qu'en réalité, effectivement, la norme demande de publier ses impacts, ce qu'elle fait de mal, entre guillemets, mais derrière, c'est quelles sont les politiques pour les réduire. Et donc, oui, c'est ça, c'est là-dessus où moi je dirais qu'il faut avoir une initiative pour pouvoir justement expliquer. Le fait de dire, voilà, effectivement, donc c'est un risque brut, donc dans l'absolu, notre activité doit avoir cet impact, et voilà derrière, comment est-ce qu'on fait évoluer notre business model, on met en place des plans d'action, on investit pour pouvoir traiter des choses. Donc là, on est bien dans le positif, et moi je le vois plutôt comme une logique positive. Et ensuite des opportunités qui historiquement est quand même pas très bien traitées dans le monde de la transition écologique. On est plutôt dans l'approche défensive, je réduis mes impacts. Et là, c'est très clairement dit dans toutes les normes, dans tous les SRS, la question des opportunités. Et il n'y a pas de grande habitude non plus dans les entreprises de travailler sur les opportunités. Quand on voit les directions R&D, les directions commerciales, les directions stratégiques, elles ne sont pas toujours très connectées au sujet de durabilité. Donc là aussi, il y a un enjeu de pouvoir les acculturer et faire en sorte que les entreprises comprennent que dans la transition écologique, le fait d'être résilient, le fait de pouvoir développer des nouveaux produits-services, ce qui permettra d'abandonner ceux qui sont les plus polluants, par exemple, les plus dangereux, c'est une vraie opportunité dans son business model. Non, mais je pense que c'est très vertueux d'avoir une vision claire de là où on agit et les impacts que ça a, évidemment. Et ça, je pense qu'on essayait de le faire déjà avant. En revanche, il y a pas mal d'indicateurs finalement d'indicateurs positifs. Enfin, il y a peu d'indicateurs positifs. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, plus on progresse sur certains sujets, plus les impacts, plus l'activité progresse, même si c'est par exemple une activité qui est alignée avec la taxonomie qui est durable, tout ce que vous voulez, plus les impacts vont augmenter. Même si derrière on a une bonne politique, et c'est peut-être ça le biais. En revanche, c'est très vertueux d'avoir cette vision claire de là où on va et comment on y va. On revient à la question qu'on a eue tout à l'heure, l'opposition entre risque brut. Alors moi je ne parlerai pas de risque net, je parlerai plutôt de niveau de maîtrise. Et quelque part, la norme en fait donne le micro aux entreprises pour dire effectivement en brut vous avez un risque, en brut vous avez un impact négatif, et à la limite parce qu'on a cette matérialité-là, on peut du coup expliquer tout ce qu'on fait bien pour mitiguer un risque, pour réduire un impact, voire l'effacer. Et c'est là où effectivement l'analyse de double matérialité au sens la plus sérieuse, transparente et sincère possible prend tout son sens, parce que autant on en est un, c'est l'image que j'aime bien prendre, donc tout le monde va battre ses cartes en même temps et on ne sait pas trop, auditeur inclus, ce qu'on va trouver, autant on en est deux, il faut penser qu'on aura du benchmark. Et donc effectivement, si à l'intérieur d'un secteur d'activité, vous êtes la seule entreprise à identifier un sujet comme étant non matériel, alors que tous vos concurrents le font, a priori, c'est à peu près la première question que l'auditeur va vous poser. Et pourquoi vous justifiez? Potentiellement, c'est justifiable. Mais forcément, on va aussi s'étalonner sur cette transparence-là, et on revient à cette notion de comparabilité d'une entreprise à l'autre. Ouais. Est-ce que aussi l'analyse de matérialité, elle n'est pas un peu trop axée risque et pas encore assez opportunité? Non, effectivement, elle permet de tout faire. Alors la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va dire avec une centaine d'analyses de matérialité derrière nous, KPMG, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de risques, beaucoup d'impacts négatifs, un peu d'impact positif et de manière très exceptionnelle de l'opportunité. Il faut bien avoir en tête que l'opportunité, c'est le reflet positif du risque. On est en matérialité financière et qu'une fois qu'on a dépassé le phase-in, il faut mettre des euros en face. En général, face à une direction financière, on a un peu tendance à supprimer un certain nombre d'opportunités une fois qu'on a dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que ça reste du domaine de l'exceptionnel et c'est très restreint en nombre d'items. Est-ce que par exemple vous avez détecté des opportunités que vous n'aviez pas vues avant? Donc on avait déjà détecté des opportunités avant, mais il y en a. Ça oui, ça il y en a. Je pense qu'on communiquait déjà dessus. On a
certes, ainsi faisait partie du problème, mais faisait aussi partie de la solution, on espère, sur pas mal de sujets en matière d'atténuation au changement climatique, de transition, parce que voilà, on a racheté récemment une entreprise qui fait des concessions d'énergie renouvelable. Donc on avait déjà commencé à orienter sur les activités. Ok. Comme le temps file et que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et il reste une demi-heure, on va peut-être passer aux normes sociales. Alors désolé, il y a du bruit dans la rue, il y a des travaux, je ne sais pas si ça dérange beaucoup, mais on va essayer de parler un peu plus fort pour... voilà, les travaux ne se sont pas arrêtés pour la CSRD malheureusement. Sur les normes sociales, donc c'est pareil, il y en a plusieurs. Est-ce que sans détailler toutes les normes, quels sont un peu les enjeux importants qui découlent de ces normes de manière générale? Qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on veut voir? Alors, si on les dézoome effectivement et qu'on essaie de tirer un fil conducteur, on va être clairement dans la notion d'impact. Majoritairement, même si on peut avoir la matérialité financière sur ces 4 normes sociales, et on va avoir un fil conducteur qui vient dire que le dialogue partie prenante est essentiel. Si on revient en détail, vous avez 4 normes dans le pilier social. Une première norme qui porte sur les effectifs. Dans les faits, dans l'entreprise, c'est à la main de la direction des ressources humaines quasi exclusivement. Vous avez une norme S2, donc les travailleurs dans la chaîne de valeur, qui, en fonction des modèles d'affaires, sont dans les mains dans les mains de la DRH, des achats, mais aussi des opérations, en fonction des métiers et des organisations. On a une norme S3 qui pose beaucoup de questions sur les communautés affectées, et cette notion de communauté au sens où, notamment en France, on entend traditionnellement en termes de RSE, ça ne fonctionne pas. Il y a effectivement derrière cette notion de communauté affectée une définition très claire. On est soit dans les populations autochtones, et là, dans la réalité, il y a quand même assez peu de modèles d'affaires qui sont confrontés à ce type de partie prenante. En revanche, notamment pour les acteurs industriels, on a la notion de riverain qui peut être plus ou moins impacté, et là, on est dans le concret. En revanche, les communautés, au sens où la RSE en général l'a définit avec un concept un peu plus socio-économique, dans les faits, ça ne trouve pas naturellement sa place dans cette norme en termes de divulgation, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est en général très difficilement mesurable. Oui, il est une notoriété d'identifier et de penser, et c'est une réalité, qu'un acteur économique dans un territoire crée de l'emploi, de la valeur, a des interactions avec les instances politiques locales, culturelles, etc. Oui, de là en faire autre chose qui ne bascule pas dans la philanthropie, c'est assez compliqué. Et enfin, on a cette dernière norme, S4, qui elle aussi n'est pas forcément très facile à appréhender, parce qu'encore une fois, le vocabulaire est un peu abstrait. Bon, là, la partie prenante qui est visée, c'est le client. Le client à 2 niveaux, le client B2B et le fameux end user, donc le consommateur final. Donc là, pareil, il y a des modèles d'affaires où on trouve bien cette dichotomie, des modèles d'affaires où le client consommateur final ne fonctionne pas. Et là, on reste aussi sur des sujets très mesurables. On va parler de respect des droits humains, et je précise au passage que les questions de données personnelles, RGPD, rentrent dans ce scope-là. On va parler d'atteinte à l'intégrité ou à la santé des collaborateurs, des clients, Sylvain faisait mention tout à l'heure. Et puis, on a un troisième sujet sur la notion de non-discrimination. Ce qui veut donc dire que, si je reprends mon raisonnement du début, cette verticale partie prenante impact, elle est très drivée par cette notion de droits humains, droits sociaux qu'on retrouve sur les 4 parties prenantes, les collaborateurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les communautés affectées et les clients. Et ça, c'est un peu le driver, même si vous avez une norme S1 effective qui est assez technique, qui, je pense à l'instar du climat pour la plupart des entreprises, n'est pas spécialement révolutionnaire sur le fond. En revanche, demande une granularité dans la donnée. Donc là, on est vraiment dans l'indicateur. On est vraiment dans le KPI. Alors, la dimension qualitative de cette norme ne pose en général pas de problème. La dimension quantitative, elle pose problème pour 2 raisons principales. La première, c'est la faiblesse des systèmes d'information RH dans à peu près toutes les organisations, encore plus quand on est global et encore plus quand on a des organisations qui descendent jusqu'à des niveaux globaux, avec des métiers très différents. Donc, à titre d'anecdote, je suis assez surpris de
de voir à chaque fois que, en l'occurrence, on a à peu près une idée globale du nombre de salariés. En revanche, quand on commence à désagréger, comme le demande la CSRD, par géographie, par zone, etc., ça devient d'une organisation à l'autre parfois. Il y a aussi une difficulté de savoir comment comptabiliser ces salariés, non, parce que selon les contrats, les travailleurs indépendants, c'est peut-être la norme qui offre le plus de souplesse là-dessus. Effectivement, chacune des normes a un sous-jacent ou réglementaire ou protocole. Donc, GHG protocole pour le climat, on l'a mentionné sur la biodiversité. La norme SA, elle prend quand même toutes ces précautions. Elle n'est pas dogmatique, elle dit bien et elle constate bien que, effectivement, on a les standards de l'OIT, mais que dans chaque pays, on a des règles de droit du travail qui peuvent être très différentes. On ne compte pas l'heure de formation partout dans le monde de la même manière. On ne mesure pas, n'identifie pas les personnes en situation de handicap de la même manière partout dans le monde. Il y a des sujets sur le genre qui sont effectivement d'une juridiction à l'autre très différents. Et donc là, la norme, elle permet bien quand même à l'entreprise de s'émanciper si elle est confrontée à ça, en disant bah, moi j'ai une estimation qui est ça. Et encore une fois, on en revient au sujet de transparence. C'est-à-dire pourquoi je vous donne un chiffre estimé du fait que j'ai à peu près 10 000 salariés avec ces métriques-là, c'est parce que voilà, j'ai des juridictions dans lesquelles ces sujets-là m'empêchent de. Il faut simplement l'écrire. Après, ça peut poser des problèmes de comparabilité entre les pays. Oui, mais ça va être marginal. Ça va être extrêmement marginal. Ça va être extrêmement marginal. Si je prends la question du genre, aujourd'hui, vous avez 1000 salariés. On vous demande effectivement d'avoir une distinction entre hommes et femmes. Potentiellement, vous avez des législations en France où un salarié ou une salariée peut demander à ne pas être genré. Ok, en vrai, combien de personnes on parle à l'échelle du monde? C'est une poignée de gens. Donc ça va changer la face du monde, du reporting et de la comparabilité. En tout cas, c'est pas ça qui annonce ça le reporting. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ces normes-là? Je sais que, par exemple, la prise en compte des parties prenantes, c'est pas encore quelque chose qui est très. Bah ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'Alexandre pourra prendre une vision là-dessus. Mais effectivement, on retrouve, si on prend la notion de communauté affectée, si on prend la riverain, c'est obligatoirement, certes, une politique groupe, mais une mise en application locale. Et donc, le riverain qui a une hygiène olfactive à côté d'une usine avec le riverain qui est à côté d'un site Céveso qui peut exploser, c'est pas tout à fait la même chose. Le riverain dans un pays en voie de développement versus le riverain en Europe occidentale, c'est pas non plus tout à fait la même chose. Donc là, ce dialogue partie prenante et la manière dont on va effectivement rendre compte, avec encore une fois ce que je disais, c'est cette prédominance de cette notion de droits humains, de droits sociaux, ce qui permet de faire une petite digression de passage. La méthodologie là-dessus de l'EFRAC sur la double matérialité demande une sévérité très forte. À savoir qu'à partir du moment où on a une notion d'impact négatif touchant aux droits humains, on est forcément dans une notion de gravité maximale, obligatoirement, et contrainte par la norme. Après, pour le reste, pas de difficulté particulière, si ce n'est effectivement ce dialogue partie prenante qui va venir expliciter les risques et les impacts identifiés par l'entreprise. Moi, je vais peut-être pas m'étendre parce que je suis quand même plus environnement que social dans mes fonctions. Après, je pense que pour Vinci, le sujet des collaborateurs, les sujets sociaux, on commençait à être appréhendé il y a très très longtemps parce que c'est une entreprise de BTP, donc l'humain est quand même au centre de nos métiers, donc c'est plus de 200 000 collaborateurs. Je pense que notre reporting social est plus mature que notre reporting environnemental. Même s'il n'est pas non plus, il date pas de l'arrivée de la CSRD, mais donc c'est des sujets qui sont plus matures, sur lesquels on a quand même beaucoup de recul, parce qu'on avait dès le début une activité internationale, etc. Donc on a moins de sujets, je pense, peut-être d'outils, etc. Après on a d'autres sujets, on est aussi très sensibilisé au sujet des droits humains, évidemment. Après, on a d'autres sujets de définition d'indicateurs, c'était plus technique. Et par rapport aux parties prenantes, vous avez déjà un système installé Alors, par rapport aux parties prenantes, alors là encore, je connais moins bien la partie sociale qu'environnementale. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges continus avec les parties prenantes, les ONG, les associations locales. Tout ce qui est riverain, etc., c'est
comme le disait Sylvain, c'est quand même des sujets qui excuse-moi, sont plutôt donc on a des politiques. En fait, partout on a des politiques groupes qui sont appliquées ensuite partout dans le monde, qui sont déclinées avec un niveau d'exigence groupe qui fixe des standards minimums à appliquer partout dans le monde. Excusez-moi, allez-y Sylvain, je vais peut-être pas vous couper. Sinon, j'ai des questions dans le chat. J'ai trois compléments très, très rapides. Sur la question des parties prenantes, effectivement, ça nécessite de divulgation. Donc, ce qui est demandé, c'est qu'est-ce que vous faites en termes de dialogue des parties prenantes. On ne vous dit pas d'aller dialoguer avec tout le monde, mais vous expliquez avec qui vous dialoguez, comment, pourquoi, et après, j'allais dire, c'est les parties prenantes utilisatrices de votre reporting qui jugera si ce que vous faites leur convient ou pas. Donc, il y a bien un exercice de transparence sur qu'est-ce qui est fait en termes de dialogue parties prenantes. Un autre point sur lequel je voulais insister aussi, c'est sur la norme S3 qui concerne les communautés affectées. C'est des communautés affectées tout au long de la chaîne de valeur. Et donc là, ça pose quand même une question de périmètre. On le voit dans ce nombre d'entreprises. Pour donner des exemples très concrets, est-ce qu'une entreprise qui vend des voitures, est-ce qu'on peut considérer que quand il y a la pollution de l'air, et après vous avez des chiffres en France sur les milliers de morts par an liés à la qualité de l'air, ce sont donc des communautés affectées, puisque dans les textes, on dit bien que c'est des communautés affectées tout au long de la chaîne de valeur et donc aussi en lien avec l'usage des produits et des services. Donc, qu'est-ce que je fais pour ces publics-là? Est-ce que c'est dans mon périmètre ou pas? Donc, ça pose des questions quand même assez importantes en termes de définition, et ensuite de capacité aussi à aller identifier les risques et derrière mettre en place des plans de réduction, de gestion des risques et voir peut-être des opportunités aussi à saisir. Et le dernier point sur les sujets sociaux, c'est que dans l'architecture globale de la CSRD, on demande aussi de faire des liens entre les sujets sociaux et les sujets environnementaux. Et donc, par exemple, si j'ai un impact sur la biodiversité, qui lui-même, du coup, peut affecter les communautés affectées locales, tout ça doit rentrer dans son reporting. Et donc, on va avoir des liens à chaque fois entre ces communautés affectées et les impacts environnementaux que l'on peut avoir. Donc, il y a cette gymnastique un petit peu à mettre en place. La bonne nouvelle qui est inscrite dans les ESRS, c'est que si on reporte un sujet dans une des thématiques, on n'a pas besoin de le remettre dans l'autre, simplement faire un renvoi. On est bien cette logique croisée et transversale des sujets sociaux, environnementaux et de gouvernance, et ce n'est pas des sujets qu'on traite en silo, on est bien dans cette approche globale. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais si il ne faut pas s'enfermer dans les silos quand on travaille et qu'on prépare la CSRD pour pouvoir bien faire ces connexions. Ok, peut-être qu'on peut passer à quelques questions. Merci Sabrina. Une question d'ordre général. Déjà, y a-t-il des clauses de non-divulgation possibles pour des raisons de défense ou de souveraineté nationale? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait prévu par la norme. Alors, il va falloir, dans les faits, vraiment là aussi justifier de la dimension stratégique, confidentielle, dans la réalité des indicateurs qui sont demandés. Encore une fois, on reste sur une approche macro. Alors, je peux prendre un exemple très concret. On a des clients qui sont dans des secteurs très concurrentiels de manufacturing et qui ont l'impression qu'on va leur demander la composition de leurs produits et de la manière dont ils les conçoivent. Non, absolument pas. Donc même si on prend la norme pollution, on va simplement vous demander quoi? D'appliquer la directive REACH et de lister à la Prévert les substances préoccupantes et extrêmement préoccupantes avec les tonnages. On ne demande pas où elles sont utilisées, pour quels produits, quelle application. Donc oui, ça existe, c'est prévu par la norme, tout à fait. En revanche, le nombre de cas de figure va être du domaine de l'exception. Merci. Une question cette fois sur la question de la comparabilité des données et le fait que les commissaires aux comptes challengent les matrices. N'y a-t-il pas un risque que les grandes entreprises d'un même secteur se rapprochent et s'entendent pour exclure des aspects? Ça paraît très étonnant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt quand même à s'entendre pour gommer des choses. D'une part parce qu'effectivement, il y a ce sujet partie prenante. Donc, quand bien même on aurait un secteur entier qui dit bah, « attendez, ce sujet-là, je me suis entendu avec mes 3 concurrents, c'est pas matériel », et que de manière subie, les parties prenantes au hasard des ONG viennent clamer tous les jours que en fait, c'est pas le cas, ça peut peut-être marcher une fois ou 2 fois. Dans le moyen terme, c'est pas tenable. Et l'autre aspect, c'est Sylvain en donnait un aperçu en préambule. Certes, vous avez ce sujet de l'AR16, donc qui liste en fait les topics, les subtopics, les sub-subtopics auxquels vous devez vous référer, les entreprises doivent se référer pour construire
leurs enjeux liés à cette notion de matérialité. Néanmoins, il est aussi dit dans cette approche qu'on peut porter à la connaissance du public et des parties prenantes des sujets considérés comme importants pour elles et qui sortiraient du cadre des ECRS. Donc, on pourrait avoir effectivement un nivellement par le bas de certains sujets. À mon sens, c'est contrebalancé par le poids et la vision des parties prenantes, et on peut avoir une notion d'originalité ou de distinguabilité par le haut, avec Vinci qui mettrait en avant des sujets spécifiques que FH n'a pas parlé. J'ai tendance à penser que ouais, c'est peu probable quand même. Il y a pas mal de garde-fous, comme tu le disais. Il y a les parties prenantes qui sont le premier, mais il y a quand même le sujet de l'audit avec une assurance raisonnable à horizon 2028. Tous les auditeurs vont avoir un droit de regard sur tout ce qu'on a fait. La plupart, enfin dans beaucoup de cas, c'est les auditeurs financiers qui vont être, pas dans tous les cas, mais en tout cas ça peut être l'auditeur financier qui est l'auditeur de durabilité et qui connaît donc bien son client en fait déjà depuis quelques années, donc qui sait quels sont ses enjeux et qui est capable aussi de leur dire là je comprends pas, expliquez-moi pourquoi votre sujet n'est pas matériel et comment vous le justifiez en fait. Et si les justifications sont pas suffisantes, elles ne sont pas quoi. Merci. Vu le timing qui avance et que vous avez un dernier thème à aborder, je propose qu'on arrête là les questions, mais je les garde en réserve et on essaiera d'y répondre. Non, en fait, nous, on arrive à la fin de... Ah, bah parfait, excuse-moi, Sabrina. Juste pour expliquer pourquoi, on va pas s'attarder sur la norme gouvernance parce que de toute façon, le prochain webinaire sera sur la conduite du changement. Donc, il sera vraiment axé gouvernance et organisation. Donc là, on en a déjà un peu parlé quand même de la gouvernance parce que évidemment c'est dans la norme 2. Mais en tout cas, nous on a fini notre tour des normes et donc là on va consacrer du temps aux questions et puis on fera une petite conclusion et on sera bon. Donc vous pouvez envoyer des questions. Parfait. Alors il y en avait une justement qui venait d'arriver, c'est comment peuvent être traités dans le rapport de durabilité les sujets hors ESRS? Ouais, il a déjà un petit peu évoqué. En fait, dans le type d'information, pour rappel, il y a trois volets. Il y a les volets qui concernent toutes les entreprises, donc c'est ce que vous trouvez dans les ESRS actuels et avec la RCS qui liste un certain nombre de sujets et de sous-sujets à traiter. Il y a ce qui sera publié bientôt dans les normes sectorielles, qui dira, voilà, dans tel secteur, vous avez en plus des points particuliers de données. Et puis, il y a ce qu'on appelle les sujets spécifiques à l'entreprise, qui eux, pour le coup, dépendent de l'entreprise et de la spécificité de son business model, de ses zones d'implantation. C'est pour ça que pour faire le lien avec la question précédente, deux entreprises qui sont strictement les mêmes, le même chiffre d'affaires, les mêmes activités dans les mêmes pays, etc., ce sera relativement rare, je pense. Donc, chaque entreprise aura quand même des sujets un petit peu spécifiques à traiter, dans lesquels sont les dématérialités en particulier. Donc, il est prévu par la norme que si les sujets sont très spécifiques par rapport au business model de l'entreprise, et alors elle doit faire le même exercice que les autres, évaluer les impacts, les risques, les opportunités financières et faire un reporting à partir des données qui sont demandées, c'est-à-dire des sujets de gouvernance, comment le sujet est gouverné, les sujets de politique stratégique, quel impact avec sur le business model, quels sont les plans d'action et les moyens mis en œuvre pour traiter le sujet, et puis quelles sont les métriques et les objectifs que l'entreprise a définis sur le sujet en particulier. Donc en fait, le cadre permet bien de traiter des sujets qui pourraient être très spécifiques avec l'entreprise. Merci. Il y avait une question très, très précise sur le fait que si une entreprise estime qu'elle a des risques au niveau de sa population managériale, problème de management, cohésion, désengagement par exemple, est-ce qu'il est possible d'en faire un indicateur dans le pôle social ? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui, et auquel cas ce sera capturé. Alors l'indicateur, il va venir naturellement parce que l'on aura capturé un risque au niveau de l'exercice de double matérialité. Donc j'imagine que c'est une question qui peut faire écho soit à des secteurs sous tension, soit à des secteurs dans lesquels il y a une compétitivité très forte et une course au talent. Je pense que typiquement dans les métiers de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se poser jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Donc oui, et auquel cas ce sera. Donc on aura un risque
qui sera identifié, probablement donc matériel. On va avoir une correspondance avec la norme S1, et là, effectivement, tout indicateur nouveau n'étant pas dans la norme, de la même manière que les enjeux entity spécifiques, peut être amené dans des blocs. Encore une fois, on est dans un exercice de transparence qui doit aider les parties prenantes à comprendre et comparer. Donc, tout ce qui vient en plus, à partir du moment où l'entreprise est à l'aise et que ça n'engendre pas, on va dire, de contraintes légales ou réglementaires, c'est toujours bienvenu. Avec en tête que tout indicateur est auditable. Merci. Une question encore. Pouvez-vous nous indiquer à quel niveau de l'AR16 doivent être identifiés et cotés les enjeux, sujet sous sujet ou sous-sous-sujet? En fait, ce qui est la pratique de place qui est en train d'arriver, c'est, pour un tout petit peu la méthodologie, c'est que l'AR16, si vous lisez la norme, vous verrez, il y a une centaine à peu près de thématiques sur lesquelles il faut se poser la question de est-ce que j'ai des risques, des impacts ou des opportunités. Et après, la pratique de place qui est en train d'arriver, c'est bien sur ces risques, impacts, opportunités que l'on fait une évaluation. Donc, on peut avoir sur un subtopic, comme on dit, plusieurs risques, plusieurs impacts, plusieurs opportunités ou aucun. Et après, c'est sur chacun que l'on vient faire cet exercice d'évaluation, de cotation, pour après, in fine, pouvoir dire ceux qui sont les plus matériels, remonter au subtopic, topic, subtopic, ensuite avoir les sujets de reporting qui sont demandés par les ESRS thématiques. Donc, en fait, on a vraiment une mécanique, j'allais dire, quelque part d'entonnoir, où à chaque étape de la matérialité, on va essayer d'éliminer les sujets qui sont les moins matériels. On part d'AR16, on regarde les sujets, on élimine ceux qui sont a priori peu matériels. Sur ceux qui sont possiblement matériels, on évalue les impacts, les risques, les opportunités. Et puis après, petit à petit, à chaque étape, on va consulter les participants, par exemple, ce qui nous permet d'enlever un certain nombre de sujets. On travaille avec le management de l'entreprise qui permet encore délégation de sujets. Donc, reste à la fin uniquement les sujets qui sont les plus matériels et donc sur lesquels on aura après toute la logique de reporting à mettre en place. Et peut-être pour illustrer, la norme pollution, elle se décalque assez bien sur ce que vient d'expliquer Sylvain, c'est-à-dire que effectivement, j'ai un topic pollution, j'ai un subtopic qui est la pollution de l'air, de l'eau, des sols, donc ils sont bien effectivement décorrélés. On peut en avoir un des trois, deux sur les trois sur les trois. Et puis j'ai un quatrième, j'ai un subtopic qui sont des substances préoccupantes, extrêmement préoccupantes, avec un sous-jacent, on le disait tout à l'heure, la directive REACH. Donc potentiellement, j'élimine des sujets. Mais je suis bien effectivement obligé de me poser la question de est-ce que j'ai des IRO en face de ça ou pas. Mais l'idée n'est pas de remonter sur tout à partir du moment où c'est non pertinent. Merci. Une question sur la prise en compte des dépendances dans l'analyse de double matérialité. Comment vous procédez? C'est un sujet effectivement qui est intéressant, qui n'est pas évident à prendre en compte, d'une part parce que alors, il y a deux types de dépendances. On a dit un mot sur la notion de biodiversité, donc là ça marche. Ça marche aussi avec l'eau, donc la notion de dépendance à la nature, on l'a à peu près partout. Un peu moins sur le climat, mais au moins tout ce qui est associé à des ressources, donc sur E5, sur E4 et E3. Donc là, on a une notion de dépendance à la nature, on va dire, avec lesquelles les entreprises sont plus ou moins à l'aise. En revanche, quand on est sur la matérialité financière, dire qu'on est dépendant à un marché, qu'on est dépendant à une classe de fournisseurs, les entreprises ne sont jamais super à l'aise à divulguer ce genre d'éléments, quand bien même, encore une fois, en écho à la question tout à l'heure sur la stratégie, on ne va pas vous demander de lister les sujets sur lesquels vous êtes exposé. En revanche, vous ouvrez effectivement vous entreouvrez légèrement la porte pour qu'on vienne vous poser des questions sur ce sujet. C'est à manier avec précaution. Néanmoins, sur les sujets environnementaux, ça se mesure. En tout cas, au moins, ça s'identifie à travers les impacts, les risques et les opportunités. Sur la matérialité financière, c'est plus diffus. Néanmoins, ça veut dire qu'on peut quand même identifier des notions de risque géographique où on aurait une dépendance à un marché, par exemple, qui serait assez avérée. On peut avoir aussi des dépendances, par exemple, à des communautés locales. Sur les questions sociales, il y a des dépendances, voilà, très dépendants de sujets peuvent se poser. Et donc, c'est spécifié dans la norme de pouvoir expliciter ces dépendances et comment est-ce qu'on les gère dans le cadre de ces politiques. On a vraiment ceux qui sont dépendants, à la fois sur les ressources naturelles, comme c'était très bien dit à l'instant, mais aussi sur les questions sociales qui peuvent être traitées dans l'exercice de reporting.
Merci beaucoup. Une question enfin sur la formation des commissaires aux comptes par rapport aux sujets environnementaux et sociaux. Est-ce qu'il existe une certification? Ça tombe bien, c'est notre conclusion. Alors, c'est aussi un challenge pour les cabinets de conseil et d'audit. Il y a donc d'ores et déjà une formation obligatoire de 91 heures, plus un agrément au niveau du cabinet. Autrement dit, tous les cabinets d'audit ne pourront pas devenir soit organisme tiers indépendant d'audit ou auditeur. C'est pour ça que aussi la pratique de place évolue, et comme le précisait tout à l'heure Alexandra, la pratique veut qu'aujourd'hui l'auditeur du rapport de durabilité soit également l'auditeur des états financiers. On peut avoir des systèmes de COCAC, mais il y a quand même une vraie tendance à aller là-dessus. C'est un challenge aussi pour les auditeurs qui doivent aussi monter en compétences, notamment les auditeurs financiers. C'est un challenge sur la volumétrie des données. Un modèle très matériel va nécessairement embarquer des points de données qualitatifs et quantitatifs qui vont être importants, et donc des travaux qui vont s'en trouver allongés et potentiellement plus complexes. Et puis, 3, on l'a dit tout au long de ce webinaire, on a une matière qui est très mouvante. Et c'est clair que la manière dont est construite la norme, elle montre bien qu'on a une sorte de cercle vertueux sur l'ensemble de l'écosystème. J'entends par là l'entreprise divulgante, ses parties prenantes, le régulateur, l'auditeur, qui fait que dans ce délai de 3 ans qui correspond, et c'est plutôt bien fait, à un certain nombre de dispositions transitoires, on a une montée en puissance de l'ensemble de cet écosystème pour arriver, en théorie, au bout de 3 ans, à un niveau d'assurance, donc la manière dont les auditeurs vont rendre leur verdict, qui sera proche, enfin similaire à celui qui est aujourd'hui rendu sur les états financiers. Mais ça nécessite effectivement un ramp-up sur plusieurs moments, même s'il y a une notion de formation obligatoire. Oui. On peut peut-être justement conclure là-dessus, parce qu'on approche de la fin. Vous voulez parler un petit peu de ça, justement, de l'audit, la fiabilisation des informations, ça va être un sujet important aussi. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus. Je pense que c'est quand même un changement assez important de l'approche. Comme vous disiez, la DPEF était avant déjà auditée par un organisme tiers indépendant, mais peut-être pas avec le même niveau d'exigence. Et là, on a, comme Ghislain le disait très justement, 3 ans pour monter en puissance sur le sujet du contrôle interne, de la fiabilité des informations, des outils aussi sans doute. Mais c'est vrai que finalement, 3 ans à l'échelle de s'il faut s'équiper avec un nouvel outil ou des choses comme ça, c'est finalement assez court. Et on est tous un peu dans une approche de les auditeurs comme nous, on progresse ensemble sur ces nouveaux sujets. Mais c'est quand même assez. La marche est haute, quand même, si on a 3 ans. Peut-être un complément sur ces points-là. Un meilleur conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est de se préparer. On a beaucoup parlé des grands groupes, mais je rappelle qu'il y a aussi les ETI qui doivent se préparer. Donc, même si les dates d'applicabilité vont être plus loin dans le temps, on l'a vu, si la pratique et la maturité sur les sujets de durabilité est moins importante, il faut vraiment démarrer tout de suite pour pouvoir faire en sorte que ce soit fluide. Puisqu'on l'a vu, on rentre dans une dimension stratégique, ce qui fait que je tournerai la question un peu différemment sur est-ce qu'il faut uniquement former les auditeurs à la question de l'environnement et social, et aussi comment est-ce qu'on fait pour former l'ensemble des équipes aux questions stratégiques, puisqu'aujourd'hui, quand on a dans les directions environnementales des experts des écosystèmes ou de ceci ou de cela, quand on leur pose la question finalement, quel est l'impact financier de ce que tu fais, quel est la notion de risque, quel est l'impact sur le business model de l'usage de telle ou telle matière première. C'est des notions qui ne sont pas forcément connues. Donc en fait, la question de la formation va aussi se poser à tout le monde, d'être capable de faire rentrer ces sujets de transition écologique dans les questions stratégiques, et même aussi sur la question des métiers en eux-mêmes dans les entreprises. Comment est-ce qu'on prépare l'ensemble de nos équipes aux métiers de demain? Parce qu'on a dit qu'il y avait des opportunités, c'est aussi préparer ces équipes à faire évoluer les gestes, à faire évoluer les métiers, à développer de nouvelles compétences. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore vu dans les reportings, mais j'espère qu'il sera très bientôt, en tout cas, dans les priorités des entreprises. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, on va bientôt clôturer. On a fait un tour assez complet. Alors, je ne sais pas si on a réussi à démystifier les normes, mais j'aurais en une phrase, matérialité, c'est vraiment clé, et c'est ce qui va vous permettre effectivement de démystifier la norme. Si l'analyse de double matérialité est bien faite, a priori vous enlevez des data points, et ça vous permet aussi de vous projeter sur la capacité
à répondre. Et après, dans chacune des normes, ayant en tête que tous les points de données ne se valent pas, si on l'a précisé en préambule, vous avez des points de données conditionnels, obligatoires, matériels, volontaires. Donc ça laisse quand même un champ des possibles assez fort. Et puis, dans l'absolu, c'est un exercice de reporting, donc il va s'apprécier dans le temps. Il est écrit nulle part que vous devez avoir le rapport de durabilité parfait la première. Et ouais, c'est vrai qu'au-delà de la double matérialité, les doubles compétences, ça va devenir de plus en plus important. Donc que les financiers s'intéressent aux sujets environnementaux, que les experts environnement commencent à s'intéresser aux impacts financiers. Tout ça, c'est vraiment structurant et ça laisse présager aussi des nouveaux métiers intéressants. Dernier mot, le partage. J'ai envie de vous inciter à partager avec vos collègues, avec des entreprises de votre secteur, des entreprises qui ne sont pas dans votre secteur, puisque les pratiques que vous pouvez mettre en place peuvent être utiles pour les autres. Donc, rentrer dans cette logique de collaboration, ça me semble être une bonne voie pour réussir ensemble cet exercice de CSRD. Parfait, mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez retrouver le replay, il y aura une dépêche aussi. Notre prochain webinaire, du coup, comme on a dit au début, ce sera le 9 octobre sur la conduite du changement. Donc là, ce sera plus sur la gouvernance et l'organisation. Et on aura un dernier de la série en décembre sur un retour d'expérience des entreprises. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci.